imaginez découvrir d'immenses pyramides datant de milliers d'années cachées derrière des forêts denses ou déterrer des réseaux sophistiqués de civilisation qui remettent en question le statut de l'Amazonie en tant que nature sauvage et sauvage. Ces découvertes nous donnent non seulement une image des civilisations précédentes, mais nous fournissent également des informations sur leur vie quotidienne et leurs croyances. Numéro 1. La Grande Pyramide de Cholula, dans l'ancienne ville de Puebla, au Mexique, une immense montagne domine le paysage depuis des siècles, ou du moins c'est ce que l'on pensait. En réalité, c'est bien plus qu'une montagne. Lorsque l'explorateur espagnol Hernán Cortés arriva dans la ville antique, il la prit d'une main ferme, la pillant jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus personne pour le combattre. Il fit alors construire une église au sommet de cette montagne, église qui s'y trouve encore aujourd'hui. À l'insu de tous, la montagne cachait en réalité la plus grande pyramide du monde. Oubliez la grande pyramide de Gizeh, celui-ci est beaucoup plus gros. À titre de comparaison, la pyramide d'Égypte mesure un peu plus de 230 mètres à la base, avec une hauteur initiale de 138 mètres, tandis que la pyramide de Cholula mesure 66 mètres de haut, mais mesure 450 mètres à la base. Bien que la pyramide de Gizeh soit sensiblement plus haute, la taille de la pyramide de Cholula dépasse sans effort le monument égyptien. Cependant, la pyramide entière était faite de bouée. Au fil du temps, elle s'est recouverte de végétation. Les historiens estiment que la construction a duré des siècles, chaque génération ajoutant son propre style architectural au monument. Aujourd'hui, elle est reconnue comme la plus grande pyramide du monde, un monument si énorme qu'on l'a confondu avec une montagne. Numéro 2. À première vue, cela peut ressembler à une montagne, mais il s'agit en réalité d'un rocher de 10 millions de tonnes connu sous le nom de la Piedra del Peñol ou rocher de Guatapé. Cet incroyable monument est situé près de la frontière entre Guatapé et El Peñol à Antioquia, en Colombie. S'élevant à plus de 200 mètres au-dessus des plaines environnantes, le rocher de Guatapé est facilement visible de loin. La surface de la roche est presque complètement lisse, avec une longue fissure qui monte et descend sur une face. Au fil des années, un escalier de 649 marches a été intégré à la roche, donnant l'apparence d'une immense couture retenant la roche divisée. Maintenant, à propos de l'inscription sur l'un des côtés du rocher, il y a une histoire assez intéressante derrière elle. Il y a quelque temps, les habitants de Guatapé ont décidé de marquer le rocher du nom de leur ville. Mais alors que le projet était en cours, les habitants d'El Peñol, qui revendiquaient également le rocher comme leur propriété, ont commencé à protester contre le tableau. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une foule se forme et que le travail s'arrête, mais pas avant que le « G » et le premier trait du « U » aient déjà été écrits. Numéro 3. La ville forteresse de Machu Picchu est l'une des découvertes les plus charmantes faites au Pérou. Cette ville rocheuse a été découverte pour la première fois en 1911 par l'historien et explorateur américain Hiram Bingham. Depuis lors, plusieurs découvertes fascinantes ont été faites ici, mais la plus excitante d'entre elles est peut-être la porte secrète découverte en 2010. C'est l'ingénieur français Thierry Jamin qui a été le premier à remarquer cette porte fermée dans la partie urbaine du Machu Picchu. Excité de découvrir quel mystère se cachait derrière ces portes, Jamin a contacté l'explorateur français David Crespi pour enquêter. Crespi avait apporté avec lui un équipement spécial qui utilisait des rayons infrarouges pour scanner les pierres épaisses afin qu'il puisse au moins savoir ce qui se cachait derrière cette porte en pierre. Lorsqu'ils l'ont finalement scanné, ce qu'ils ont découvert était assez surprenant. Crespi et Jamin avaient localisé un mausolée spécial auquel on pouvait accéder par un escalier qui partait directement de cette porte. On pensait que c'était le dernier lieu de repos de Pachacutec, le souverain Inca qui a ordonné la construction du Machu Picchu. Mais cerise sur le gâteau, ils ont également découvert un trésor de métaux précieux à l'intérieur du mausolée. Leur excitation ne pouvait être contenue, et sans perdre de temps, Crespi et Jamin envoyèrent des demandes d'autorisation pour retirer les pierres recouvrant la porte et examiner ce qu'il y avait à l'intérieur de la grotte. Malheureusement, sa demande a été refusée.
Les autorités du Machu Picchu ont affirmé que le retrait des pierres compromettrait l'intégrité de l'ensemble de la structure, ce qui signifie que l'ensemble pourrait s'effondrer. Et comme ils ne voulaient pas prendre ce risque, les fouilles ont été annulées. Numéro 4. Les scientifiques ont découvert une structure préhistorique qui semblait impossible à avoir été créée par l'homme dans les forêts isolées du sud de la Sibérie. Dans la région connue sous le nom de Gorneïa Choria, se trouve un ensemble d'énormes blocs de pierre qui ont dérouté les chercheurs et les historiens. Ces formations gigantesques, souvent comparées en magnitude aux célèbres pierres de Baalbek au Liban, sont constituées de plusieurs rochers d'une taille extraordinaire, estimés à plus de 3000 à 4000 tonnes. Les mégalithes de Gorneïa Choria sont situés dans une région caractérisée par des climats rigoureux et un terrain accidenté, rendant leur accès et leur étude détaillée difficile. Les pierres elles-mêmes présentent des bords droits et des angles précis, suggérant un niveau de forme intentionnel que l'on ne trouve généralement pas dans les formations rocheuses naturelles. La précision de ces coupes et la disposition des blocs soulèvent d'importantes questions sur les technologies et les capacités des civilisations anciennes. Ces mégalithes ont attiré l'attention du monde entier au début du XXIe siècle, alors qu'ils étaient connus des habitants locaux depuis des siècles. L'intérêt récent porté à ces mégalithes est dû en partie à leur grande taille et à leur disposition ordonnée, défiant les explications géologiques simples. Contrairement à d'autres sites mégalithiques connus pour leur alignement astronomique ou leur importance religieuse, la principale intrigue ici réside dans leur ampleur et le défi technique qu'ils représentent. Diverses théories ont été proposées sur leur origine, notamment la possibilité qu'il s'agisse de formations naturelles résultant d'une activité tectonique. Cependant, la précision dans la manière dont ils sont coupés et alignés suggère une possible intervention humaine, évoquant l'idée d'une civilisation ancienne dotée de compétences avancées en matière de sculpture sur pierre. L'absence d'outils ou d'autres restes humains à proximité du site complique la vérification de cette théorie, mais la rend également difficile à exclure complètement. Ce débat reflète des discussions plus larges en archéologie sur les capacités des cultures anciennes et remet en question notre compréhension de l'histoire humaine. S'il est confirmé qu'ils sont fabriqués par l'homme, ces mégalithes pourraient représenter une réalisation architecturale importante et une révision majeure de l'histoire telle que nous la connaissons. Numéro 5. Situé dans la vallée de Mexico, à 40 km au nord-est de la ville moderne de Mexico, Teotihuacan témoigne des prouesses architecturales et de l'urbanisme des anciennes civilisations mésoaméricaines. Reconnue pour ses pyramides monumentales, telles que la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, Teotihuacan n'a pas été construite par les Mexicains ou les Aztèques, mais est antérieure à eux de plusieurs siècles. À son apogée, dans la première moitié du premier millénaire, elle était la plus grande ville des Amériques, abritant plus de 125 000 habitants et l'une des 6 plus grandes villes du monde à l'époque, couvrant une superficie de 20 mètres carrés. Teotihuacan était le cœur de la région, influençant bien au-delà de ses frontières grâce au commerce, notamment celui des outils en obsidienne, et culturellement grâce à ses innovations architecturales et artistiques. La ville a été fondée vers 100 avant J.C., et la construction de ses principaux monuments s'est poursuivie jusqu'à environ 250 après J.C. Cependant, vers 550 après J.C., la ville connut d'importantes destructions et fut abandonnée au cours des 7e et 8e siècles, probablement en raison d'événements météorologiques extrêmes entre 535 et 536. La conception urbaine de Teotihuacan était centrée sur l'avenue des Morts, reliant les principaux lieux cérémoniels et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes de Mésoamérique, culmine à plus de 66 mètres et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierre, sans outils métalliques, sans roues ni animaux de trait. Les techniques de construction utilisées par les Téotihuacans ne sont pas encore entièrement comprises. Les pyramides avaient une structure en planche en pente, avec des panneaux inclinés et verticaux alternés, offrant une stabilité et un aspect visuel impressionnant. À l'intérieur, ils ont été construits avec des moellons, des briques en pisé et une couche d'enduit à la chaux, ce qui leur a permis de résister aux tremblements de terre courants dans la région. Malgré sa taille et sa planification, il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, ce qui suggère que la ville aurait pu être un État théocratique ou collectif,
comme en témoigne le manque d'iconographie royale et la prédominance du symbolisme religieux communautaire. L'influence de Teotihuacan s'est répandue dans toute la Mésoamérique, comme en témoignent les artefacts trouvés dans des endroits éloignés tels que les terres mayas et la côte du Golfe. Après son déclin, Teotihuacan a influencé les civilisations ultérieures, comme les Aztèques, qui la considéraient comme le berceau des dieux. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs pour admirer ses pyramides et sa culture. Malgré les études archéologiques, de nombreux aspects de Teotihuacan restent mystérieux, notamment les raisons de son déclin et l'appartenance ethnique de ses habitants. Le nom original de la ville fait également l'objet de débats, certaines théories suggérant qu'elle était connue sous le nom de « Ville du Soleil » plutôt que de « Ville des Dieux ». Numéro 6. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, ce complexe massif culmine à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche, composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question reste de savoir comment elle a été transportée et sculptée de manière complexe en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque. L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag, qui imitent les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs Incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Vince Lee, ont tenté de reproduire la précision des maçons Incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition Inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 7. Dans la verdure du comté de Meath, en Irlande, se trouve Newgrange, un tombeau néolithique plus ancien que Stonehenge et les pyramides égyptiennes, construit vers 3200 avant J.C. Il fait partie du complexe Brun-à-Boine, un site du patrimoine mondial qui comprend également les tombes de Knowth et Dowth. Newgrange est un grand monticule circulaire entouré de pierres gravées d'art mégalithique. La structure mesure 85 mètres de large et 12 mètres de haut et a été construite avec environ 200 000 tonnes de terre et de pierres provenant d'endroits éloignés tels que les monts Mourne et Wicklow. Au centre de Newgrange se trouve un passage en pierre menant à une chambre cruciforme, utilisée pour enterrer les ossements humains brûlés et non brûlés, suggérant son utilisation dans les rites funéraires. Le passage est aligné pour capturer le lever du soleil du solstice d'hiver à travers un coffre de toit, inondant la chambre intérieure de lumière du soleil et soulignant l'importance astronomique de la tombe. Les archéologues pensent que Newgrange avait un objectif religieux ou cérémonial, souligné par son art complexe et sa sophistication architecturale. La façade, principalement constituée de blocs de quartz blanc,
et la présence d'un cercle de pierres environnantes accentue encore son importance cérémonielle. L'importance historique du site est renforcée par son rôle dans la mythologie irlandaise, où l'on pense qu'il abrite des divinités telles que le Dagda et son fils Angus. Les récits mythologiques indiquent que Newgrange n'était pas seulement un monument, mais une figure centrale des histoires de souveraineté et de divinité, où les royaumes célestes et terrestres se rencontraient. Les études archéologiques, notamment celles de Michael J. O'Kelly entre 1962 et 1975, ont été cruciales pour révéler les secrets de Newgrange. Les reconstructions d'O'Kelly, telles que la restauration de la façade du tombeau pour faciliter l'accès des visiteurs, bien que controversées, ont contribué à préserver cette ancienne structure. De plus, l'art de Newgrange, avec ses gravures de spirales, d'arcs et de motifs géométriques, montre une compréhension avancée du design et du symbolisme. On pense que ces gravures, principalement sur la pierre d'entrée et les pierres du plat-bord, ont une signification rituelle au-delà de la décoration. Numéro 8. Une surprenante percée archéologique en Amazonie équatorienne a révélé un vaste réseau de villes anciennes datant de plus de 2500 ans. Cette découverte révolutionnaire, menée par l'archéologue Stephen Rostin et son équipe, remet en question les perceptions traditionnelles de la forêt amazonienne comme une nature sauvage, révélant un paysage urbain sophistiqué qui s'épanouit en harmonie avec son environnement. Grâce à la technologie LIDAR avancée, les chercheurs ont scanné la dense forêt amazonienne et découvert environ 6000 plateformes rectangulaires et un système routier complexe s'étendant sur 300 km². Ces villes, construites autour de places et de centres cérémoniels, ont démontré un niveau de conception urbaine et d'ingénierie similaire à celui des civilisations anciennes comme Rome. Les routes, certaines mesurant jusqu'à 10 mètres de large et s'étendant jusqu'à 25 km, ont été planifiées avec précision en ligne droite reliée à angle droit, démontrant une compréhension sophistiquée de l'adaptation au paysage. Cette découverte se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par son âge. Ces villes sont antérieures d'environ 1000 ans à tout autre site amazonien complexe connu, florissant à partir d'environ 500 avant JC. Jusqu'à son mystérieux abandon entre 300 et 600 après JC. À leur apogée, ces villes auraient pu abriter jusqu'à 30 000 habitants, ce qui en faisait de grands centres métropolitains comparables à Rome, Londres. La civilisation qui prospérait dans ces villes, probablement les cultures Kilo et Upano, était hautement spécialisée. Ils ont utilisé des pratiques agricoles innovantes, cultivant du maïs, des patates douces et des haricots dans des champs en terrasse. Cette gestion durable des terres reflète leur profonde connaissance de l'environnement et contribue à préserver les techniques agricoles des communautés autochtones actuelles de la région. Au-delà de sa valeur archéologique, cette découverte remet en question les récits historiques de l'ère coloniale en montrant des civilisations avancées qui prospéraient en Amazonie bien avant le contact européen. Il souligne la nécessité de maintenir et de comprendre les connaissances et les traditions autochtones qui ont façonné la région amazonienne au fil des millénaires. À mesure que l'intérêt pour la vallée du Pano se développe, les activités d'écotourisme et de conservation gagnent du terrain. La vallée, avec ses vues imprenables sur la rivière Upano, ses imposantes falaises et le volcan Sangay adjacent, présente un potentiel de destination future pour les voyageurs désireux de voir ces merveilles anciennes par eux-mêmes et de participer à l'héritage vivant des peuples amazoniens. Numéro 9. Peu de légendes fascinent autant l'imagination qu'Eldorado, une mythique cité d'or qui serait cachée au cœur des Amériques. L'Eldorado, originaire des traditions muiscas de Colombie, était associé à des richesses incalculables et sans précédent. Pendant des années, les explorateurs européens, inspirés par les récits de conquête et de pillage des civilisations aztèques et incas, ont entrepris de périlleux voyages dans des territoires inexplorés à la recherche de cette métropole légendaire. L'attrait d'Eldorado est né des réalités de la conquête espagnole dans les Amériques. Le pillage des cultures indigènes, qui a produit d'énormes quantités d'or et d'autres richesses rares, a alimenté l'hypothèse selon laquelle des fortunes encore plus importantes étaient cachées quelque part dans les vastes étendues du Nouveau Monde. Le terme « Eldorado » est dérivé du rituel muisca de « l'homme d'or »,
dans lequel un chef était décoré de poussière d'or et d'offrandes sacrées avant d'être cérémonieusement jeté dans le lac Guatavita. Cette pratique, observée par les conquistadors espagnols, a cimenté l'idée d'une ville entièrement recouverte d'or. L'une des missions les plus remarquables à la recherche de l'Eldorado a été dirigée par Gonzalo Pizarro. Pizarro et ses troupes partent de Cusco, au Pérou, dans la dangereuse forêt amazonienne, faisant face à d'énormes obstacles, notamment un terrain accidenté, des maladies et la résistance des tribus. Malgré des recherches approfondies et des interrogatoires sévères de la population indigène, l'expédition n'a pu trouver aucune preuve tangible de la ville mythique. Le groupe s'est dispersé et Francisco de Orellana a continué à descendre le fleuve Amazone, devenant finalement le premier Européen à le traverser entièrement. Les descriptions d'Orellana des villes indigènes et des puissantes femmes amazoniennes ont stimulé l'imagination européenne, même si elles n'ont pas atteint les richesses promises par Eldorado. Les historiens sont devenus de plus en plus sceptiques quant à l'existence de l'Eldorado sur la base des rapports européens. L'Amazonie était considérée comme impropre aux civilisations à grande échelle, et beaucoup ont rejeté les histoires d'Orellana comme des exagérations créées pour plaire à la couronne espagnole et éviter les accusations d'abandon de Pizarro. Cependant, des découvertes archéologiques ultérieures remettent en question cette vision. Les fouilles près du cours supérieur du fleuve Ing ont révélé d'énormes terrassements et routes indiquant d'importantes populations précolombiennes. Les géoglyphes observés depuis les satellites indiquent un réseau de villages interdépendants s'étendant sur des milliers de kilomètres, compliquant notre compréhension de l'histoire de la région. Cependant, ces découvertes ne reflètent pas la majesté de l'Eldorado. Les tactiques autochtones visant à tromper les envahisseurs ont probablement alimenté le mythe, décrivant la ville comme toujours hors de portée. Malgré cela, la fascination pour les villes oubliées continue de pousser des explorateurs comme Percy Fawcett à plonger dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de la ville de Z. Numéro 10. La même ancienne épave qui nous a donné le mécanisme d'Anticythère a révélé un autre trésor en juin 2022, lorsque des archéologues marins ont localisé ce qui serait la tête manquante d'une statue vieille de 2000 ans du dieu romain Hercule. L'épave, qui se trouve au large des côtes grecques, a été découverte par des plongeurs d'éponge en 1900 et fait depuis lors l'objet d'une évaluation archéologique constante. On pense qu'il occupe sa position actuelle depuis environ 60 avant JC. La tête de marbre est passée inaperçue jusqu'à présent car elle est dans un si mauvais état qu'on pensait qu'il s'agissait d'une roche déformée. Il n'a été possible de l'identifier comme une tête qu'après que des plongeurs ont également trouvé la base de la statue, ainsi que les parties inférieures de ses jambes. La tête n'est pas la seule découverte notable sur le site de plongée récemment. Les archéologues ont également trouvé 2 dents humaines incrustées dans des dépôts marins, confirmant qu'au moins une personne ne s'est pas échappée du navire avant son naufrage. Les historiens pensent que ce navire de 130 pieds de long se dirigeait vers Rome depuis quelque part dans l'est de la Méditerranée lorsqu'il a coulé lors d'une tempête, mais ils espèrent en apprendre davantage sur ces nouvelles découvertes. Numéro 11. Les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'ils l'ont trouvée. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans trouvé en France, d'une conception exceptionnellement rare. Le navire pourrait être d'une importance capitale pour les historiens et les chercheurs, mais il ne durera peut-être pas assez longtemps dans son état actuel pour qu'ils puissent l'examiner. Les poutres en chêne, en châtaignier et en pin du navire naufragé sont si délicates qu'il faut les asperger d'eau toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, début 2022, mais les matériaux de construction à partir desquels il est fabriqué n'avaient pas été touchés par l'air ou la lumière depuis le jour de sa fabrication, ce qui a provoqué une catastrophe, les rendant extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 après JC. Et il est remarquablement avancé d'après ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental considéré comme un échec après le naufrage. Si nous ne parvenons pas à stabiliser suffisamment l'épave pour l'examiner correctement,
nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 12. Nous avons maintenant une découverte notable survenue à Teno, au Mexique, en août 2022. Là, les archéologues ont découvert un ensemble de monuments massifs de la culture olmèque, dont une paire de reliefs sculptés dans le calcaire. Ces reliefs représentent des dirigeants olmèques dans une pose rituelle de contorsionnistes, censés réduire les niveaux d'oxygène dans le cerveau et induire un état de transe. Les olmèques croyaient que ce processus était divin. Ces représentations sont extrêmement rares, c'est pourquoi les archéologues du pays sont enthousiasmés. Chacun des reliefs est grand, avec un diamètre d'environ 1,50 m, et représente également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix olmèques en leur centre. Il est difficile de déterminer l'âge exact de ces œuvres d'art anciennes, mais cette partie de Tino, près de la rivière Usumacinta, était un important centre de population des Olmèques pendant la période de formation il y a environ 2900 ans. Les experts en art ancien sud-américains suggèrent que le style des reliefs pourrait avoir été influencé par les premiers Mayas, bien que cette affirmation soit controversée et qu'il n'y ait pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Finalement, les Mayas sont devenus dominants dans cette partie du pays il y a environ 2500 ans. Numéro 13. L'ancienne ville d'Ashkelon en Israël s'est avérée être un riche terrain de chasse pour les archéologues au fil des années, comme cela a été prouvé une fois de plus en avril 2013. À cette occasion, quelques artefacts remarquables ont été découverts sur le site par une équipe d'archéologues de l'autorité israélienne des Antiquités. Ils ont découvert un immense pressoir ancien et une minuscule maquette en céramique d'une église. On pense que les deux objets datent du début de l'ère byzantine, au VE et VIe siècle. Le pressoir est impressionnant, couvrant une superficie de plus de 300 pieds carrés et comprenant une plateforme pour fouler les raisins, un lit de pressage et 3 récipients en céramique pour recueillir le vin. Il s'agit de l'une des découvertes les plus grandes et les mieux conservées de ce type. Cependant, la petite église est considérée comme encore plus rare. Il a été trouvé près du pressoir, il pourrait donc avoir été laissé tomber par quelqu'un en train de faire du vin. Il a une poignée en forme de boucle au plafond, ce qui amène les experts à croire qu'il était soit accroché à un mur, soit suspendu à des vêtements. On pense également qu'à un moment donné, une lampe à huile y a été insérée, projetant des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment où elle était placée. Numéro 14. Au cœur de l'ancienne ville de Hampi, dans le sud de l'Inde, se dresse le temple Vitala, non seulement comme une construction de pierre et de sculpture, mais aussi comme un témoignage éternel de la capacité humaine à combiner l'art, la science et la spiritualité dans un œuvre unique. Ce temple, créé lors de l'apogée de l'empire Vijayanagara, est bien plus qu'un monument religieux, c'est une invitation à réfléchir sur l'essence du divin et notre lien avec le transcendantal. Construit entre le XIVe et le XVIe siècle, le temple Vitala est dédié à Vitala, manifestation du dieu Vishnu, rappelant qu'au fil des temps les civilisations ont recherché le sacré non seulement dans leur dieu, mais dans la maîtrise de leur création. Les sculptures complexes et l'artisanat exquis qui ornent ces murs semblent murmurer aux voyageurs la vérité selon laquelle la beauté et la connaissance sont des ponts vers l'éternel. Ici, l'histoire, la science et l'esprit convergent en parfaite harmonie. Mais ce qui distingue réellement le temple Vitala des autres monuments, c'est l'énigme qui réside dans ses piliers musicaux. Ces 56 piliers, appelés piliers Svara, ne sont pas de simples sculptures en pierre. Lorsqu'on les frappe, ils émettent des mélodies qui résonnent au plus profond de l'âme, comme si les maîtres anciens y avaient enfermé les notes invisibles du cosmos. Chaque pilier accorde une note spécifique de la gamme Sarigama, la gamme traditionnelle de la musique classique indienne. Quel profond mystère ces anciens artisans essayaient-ils de nous révéler? La musique n'est-elle pas, en fin de compte, le langage universel qui relie l'humain au divin? Le plus étonnant de ces piliers est qu'ils sont faits de pierre pure, et pourtant ils vibrent en parfaite harmonie, produisant des sons harmonieux. C'est comme si la pierre elle-même, considérée comme froide et inerte, avait pris vie au contact de mains humaines qui comprenaient quelque chose au-delà du visible. Comment ont-ils réussi à accorder une pierre solide sur des notes aussi exactes? À une époque comme la nôtre,
de technologie avancée, ce mystère continue de remettre en question notre compréhension, nous rappelant à quel point nos connaissances sont limitées par rapport à l'ingéniosité ancienne. Les piliers sont également enveloppés d'un autre mystère, leurs matériaux. Certains chercheurs pensent qu'ils sont composés d'un mélange avancé d'alliages métalliques, de particules de silicium, de granit et d'un type de géopolymère qui semble avoir défié le temps. Il est intéressant de noter que ces géopolymères, que la science moderne n'a développés qu'au XXe siècle, étaient déjà présents dans ce temple des siècles auparavant. Cela suggère que les constructeurs du temple de Vitala possédaient des connaissances qui dépassent leur époque, des connaissances qui ont peut-être été perdues avec le temps ou que nous n'avons tout simplement pas su interpréter. Dans chaque recoin du temple de Vitala, il semble y avoir un enseignement caché, la sagesse n'est pas seulement une question de temps, mais de profondeur. Ce que nous considérons comme impossible aujourd'hui, pour ceux qui nous ont précédés, faisait peut-être simplement partie de la compréhension naturelle de l'univers. Ce temple nous invite non seulement à l'admirer, mais aussi à réfléchir sur notre lien avec le passé, le présent et l'éternel, et à nous demander quel mystère reste encore à découvrir en nous-mêmes. Numéro 15. Dans le vaste désert du sud du Pakistan se trouve Mohenjo-Daro, une ville ancienne dont le passé est devenu une énigme. Cette métropole, qui faisait autrefois partie de la civilisation avancée de la vallée de l'Indus il y a plus de 4000 ans, remet en question notre compréhension de l'histoire et de la technologie. Les vestiges de Mohenjo-Daro révèlent un niveau d'urbanisme et de sophistication qui, dans sa précision et sa structure, semble hors de propos pour son époque. Cependant, ce qui est le plus inquiétant n'est pas son architecture, mais les mystères qui entourent son déclin et sa destruction soudaine. Lors des fouilles de la ville, les archéologues ont découvert des zones vitrifiées, où la pierre avait fondu en verre en raison de températures extrêmement élevées. Ce phénomène, généralement associé aux explosions nucléaires, a conduit certains à spéculer que Mohenjo-Daro a été détruit par la perte d'une technologie avancée capable de libérer une énergie dévastatrice. Bien que l'idée d'une guerre nucléaire ancienne puisse paraître improbable, le fait que des pierres aient été vitrifiées suggère que quelque chose d'extraordinaire s'est produit à cet endroit. Curieusement, aucune preuve d'activité volcanique ou d'incendie naturel n'a été trouvée pour expliquer de telles températures. Les restes humains retrouvés dans la ville ajoutent également au mystère. Plus de 40 squelettes gisent dans les rues, la plupart dans des positions suggérant qu'ils tentaient de s'échapper. Ils ne présentent aucun signe évident de traumatisme violent, comme des blessures de combat, ce qui suggère qu'une catastrophe soudaine et invisible les a surpris. Certaines théories suggèrent qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle, telle qu'une inondation catastrophique, mais la chaleur extrême enregistrée et l'absence d'autres marques de destruction physique suggèrent qu'il s'agissait peut-être de quelque chose de beaucoup plus sinistre. Ce site archéologique nous invite à réfléchir sur la fragilité des civilisations et le caractère cyclique de l'histoire. Se pourrait-il que les cultures anciennes possédaient des connaissances technologiques que nous, à notre époque moderne, ne comprenons toujours pas pleinement? Philosophiquement, l'histoire de Mohenjo-Daro nous rappelle que la connaissance et le pouvoir peuvent être des outils à la fois de création et de destruction. La civilisation de la vallée de l'Indus a construit une ville dotée d'un système de drainage avancé, de maisons soigneusement alignées sur les points cardinaux et d'une planification urbaine qui rivalise avec les villes modernes. Cependant, quelque chose a conduit à leur disparition, nous laissant nous poser des questions sur les limites du progrès humain. Le physicien Robert Oppenheimer, faisant référence au premier essai nucléaire moderne, a cité la Bhagavad Gita en disant « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes », parole qui résonne étrangement quand on réfléchit à ce qui aurait pu se produire à Mohenjo-Daro. Ces propos faisaient-ils écho à des événements bien plus anciens, à un passé dans lequel l'homme avait déjà joué avec le feu des armes de destruction massive? Ce site archéologique nous oblige à envisager la possibilité que ce que nous croyons être le summum de la connaissance humaine ne soit qu'une répétition de quelque chose déjà oublié.